Peut-être avant d'évoquer cette question de la proximité, la définition de la proximité, on voit qu'on avait déjà aussi un débat sur comment définir le commerce électronique. Un mot de l'Institut pour la ville et le commerce, dans le bon sens. Voilà. Donc, l'IVC est une association qui a pour vocation de réunir l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble de la grande famille des acteurs du commerce, du côté de l'aménagement, de la promotion, de l'urbanisme. Donc, vous allez trouver cinq collèges dans cette association. Les investisseurs et promoteurs qui font et défont les mètres carrés commerciaux. Donc vous les voyez en bas, Mercialis, Nood, Fray, etc. Les commerçants dans toute leur diversité, à la fois les enseignes, mais les indépendants, avec des fédérations professionnelles, Procos, l'Alliance, etc. Des collectivités, dont Lille d'ailleurs, plutôt des villes moyennes, grandes villes, en général équipées d'un service commerce. Des aménageurs comme des SEM, des établissements publics fonciers, des organismes d'études comme l'Agence d'urbanisme de Lille, et puis des chercheurs. Voilà. Et donc ensemble, nous nous interrogeons sur les mutations du commerce, sans défendre un parti particulier. L'idée, c'est que chacun bâtisse sa stratégie en meilleure connaissance de cause du jeu d'acteurs. Alors, la proximité, en fait, c'est un sujet bien embarrassant pour nous, parce que vous allez voir, dans un premier temps, je vais vous dire que la proximité, c'est finalement un espace totalement marginal de notre commerce moderne aujourd'hui. Voilà. Par contre, il y a un retour de cette forme de commerce et puis une volonté d'appropriation politique, on l'a entendu ce matin, une volonté d'appropriation politique très forte de ce segment du commerce. Et donc c'est surtout à ça que je vais répondre dans une seconde partie de cet exposé. Alors côté consommateur, justement, on nous interpellait sur cet acteur-là. Comment le consommateur perçoit la proximité aujourd'hui? Vous avez deux études récentes qui viennent d'être réalisées, l'une par l'Obsoco, Philippe Moiti, et l'autre par l'IFOP, peut-être un peu mieux connu. Alors l'Obsoco, dans une étude sur les nouvelles utopies du commerce, demandait aux consommateurs c'est quoi pour vous le commerce idéal? Et donc ce qui revenait, c'est un commerce proche de mon domicile, petit, sous-entendu les boutiques ou étals, indépendant, local, enfin en tout cas avec des produits locaux, et organisé sur une rue ou sur une place. Donc c'est pour ça que je vous donne cette image. Voilà l'imaginaire que cristallise aujourd'hui la proximité chez le consommateur. Voilà. L'étude de l'IFOP, elle est intéressante aussi, parce qu'elle n'est pas sur les imaginaires, elle est sur les pratiques. Et elle posait cette question, où aimez-vous faire vos achats? Quels sont les lieux que vous préférez pour faire vos achats? Réponse à 70-75%, les grandes surfaces. Voilà, et il est là notre problème. C'est qu'on est sur une dissonance radicale entre les perceptions et les comportements réels. Et donc ça, dans les faits, voilà comment ça se traduit. C'est que, oui, la proximité a été pendant un moment le modèle dominant de notre commerce, mais elle l'a été. Elle l'a été en gros or l'Antiquité, ça serait peut-être remonté très loin, mais on va dire depuis le 19e siècle jusque dans les années 60. À l'époque, notre commerce était très émietté, sous forme de boutiques, sous forme d'étals, présent un peu partout. Et en gros, on trouvait tous à moins de 3-4 km à pied. On va dire que la voiture n'existait pas encore. On trouvait tous à moins de 3-4 km à pied. On ne va pas dire une offre très abondante, hein, on était dans les années 20, etc. Mais en tout cas, de quoi satisfaire tous nos besoins de consommation courants. Et quelque part, tous les consommateurs étaient à égalité, dans un rapport d'accès égalitaire à cette offre frugale, mais très présente, très présente sur le territoire. Donc voilà l'âge d'or du commerce de proximité, le village d'Astérix, si on en veut une caricature en termes d'imaginaire. Aujourd'hui, on est là, on a complètement changé d'échelle. Pourquoi? Parce que d'abord, le fait principal qui a changé tout ça, c'est l'urbanisation. C'est pas la grande distribution, c'est pas la voiture. C'est que nous avons décidé de vivre les uns et les autres un peu plus proches les uns des autres,
et qu'à partir des années 20-30, bah, voilà, la France est devenue majoritairement urbaine. Ça veut dire qu'en termes de consommation, on a eu des marchés de consommation qui se sont massifiés, avec par ailleurs des clients un tout petit peu plus mobiles grâce à la voiture. Et il a fallu organiser le commerce par rapport à ce nouveau jeu. Et la grande distribution, eh bien, est venue comme réponse à cette évolution du mode de peuplement, à cette évolution de nos mobilités et à cette évolution aussi de nos modes de production. Voilà. Et donc la proximité existe, enfin, en tout cas, elle s'est maintenue, mais pour une part congrue désormais de notre commerce. Alors, géographiquement, voilà ce que ça donne. En bleu, le parc de boutiques et en orange, le parc de grandes surfaces à 100 ans d'intervalle, en 1920 en haut. Et donc, bah, vous voyez, donc on est en France là, donc à peu près 1,6 million, 2 millions de boutiques selon les sources. Et puis quelques moyennes surfaces à côté, c'était essentiellement des grands magasins, des magasins de nouveautés. Vous ne pouvez pas parler encore de Decathlon, Saint-Maclou, etc. Et puis, bah, 100 ans plus tard, 2 fois moins de boutiques et 2 fois plus de moyennes surfaces. Et en termes d'occupation de l'espace, bah, vous voyez les conséquences. Et puis une autre manière de présenter tout ça, cette fois en... Ah ben oui, tiens, moi aussi, on me censure, tu vois, on a enlevé le titre de mon graphique. Donc ce que vous avez là, c'est la répartition des dépenses de consommation dans une agglomération moyenne de France. Donc comment nous, les urbains, nous dépensons notre argent entre le centre-ville, la périphérie et le commerce. J'ai mis diffus de proximité, justement. Donc vous prenez, donc en vert clair, c'est ici, ça serait rue de Béthune, rue Neuve, Fédère, Euralille, le Vieux-Lille, voilà. Le gris, bah, c'est rond, enfin c'est les grands pôles qu'on vous a montré tout à l'heure. Et le diffus, ce sont les interstices. Et donc voilà, la répartition en termes de chiffre d'affaires, de dépenses, 70% pour la périphérie, ça c'est le chiffre d'affaires moyen, hein, de tout aglo, 17% pour les centres-villes. Dans le meilleur des cas, à Strasbourg, Toulouse, on va être plutôt à 20, 22. Dans les cas plus défavorisés, on peut être à 7-8%, voire même parfois plus rien du tout. Si vous allez à Longwy, le centre-ville a disparu, c'est un quartier. Et puis donc cette fameuse proximité qui est aujourd'hui réduite à 13-14% des dépenses de consommation des urbains. Alors, je pourrais m'arrêter là en disant, bon, bah, vous voyez, la proximité, c'est hors sujet, quoi. Eh bien non, non, effectivement, c'est pas hors sujet, parce qu'il y a un retour, en tout cas, dans les aspirations, au moins. Et puis, on l'a entendu ce matin, il y a aussi une volonté d'appropriation politique de ce sujet. J'entendais ce matin le commerce de proximité saisi comme un service de proximité. Parfois, moi, j'ai même l'impression d'entendre le commerce vu comme un service public. Et la crise sanitaire a amené à cette évolution de la sensibilité, je trouve, du politique sur cet équipement voilà, qui aujourd'hui fait l'objet d'une appropriation beaucoup, beaucoup plus forte. Alors, ce que je vous propose pour cette seconde partie, peut-être que j'aille plus vite, c'est de voir comment ce retour de la proximité s'inscrit dans les évolutions plus générales de notre commerce moderne. On va reparler du commerce électronique notamment. Et puis, eh bien, comment on se le réapproprie, quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui des collectivités, mais aussi des acteurs économiques sur ce créneau-là. Alors, les trajectoires du commerce aujourd'hui, moi j'aime bien les résumer de cette façon-là, en disant qu'on a un secteur aujourd'hui qui est extrêmement bousculé, qui est confronté à 4 crises, rien que ça. Une crise encore lointaine, mais qui va être la plus violente, je pense, qui est cette crise environnementale. Je vais en dire 2 mots très rapidement. Une autre crise qui est celle que vous êtes en train de gérer en ce moment même avec la vacance commerciale, etc., qui est une crise moi je dirais de fin de cycle, ou en tout cas de maturité de notre commerce moderne.
La troisième crise, c'est une crise au sens économique du terme, non pas une crise, de maladie, c'est une crise au sens de changement dans les modes de production, qui est l'électronisation du commerce. Et puis une dernière crise, mais celle-ci elle est quasiment conjoncturelle, c'est la crise sanitaire, donc je n'en parlerai presque pas. La crise environnementale, là je vais résumer les choses encore plus à la serpe qu'Arnaud. On peut résumer ça en disant c'est le réchauffement climatique. Et si on regarde seulement 2 conséquences de ce réchauffement climatique sur le territoire national à moyen et long terme, vous avez là à gauche le graphique du GIEC avec les différentes hypothèses d'élévation des températures moyennes, donc les 4 scénarios. Et puis à droite, des cartes qui vous traduisent ces élévations de température en termes de jours de canicule sur le territoire national à 2100. Bon, le scénario du pire, il est en bas à droite et on serait à 2-3 mois de canicule par an sur l'ensemble du territoire. Donc on peut espérer moins. Mais ce que l'on voit ici, très certainement, c'est qu'il va faire beaucoup plus chaud, et particulièrement sur les territoires aujourd'hui les plus attractifs en termes résidentiels. Et puis, il y a d'autres conséquences. Ici, c'est l'élévation du niveau des eaux. Alors, on est du côté de Nantes, de La Rochelle, etc. Apparemment, c'est là que la côte serait la plus menacée. Je veux juste dire, là, à travers ces 2 images, qu'aujourd'hui, les territoires les plus attractifs seront demain les plus invivables sur le territoire national. Et qu'en termes de parcours résidentiel, on risque d'avoir de sacrés phénomènes d'inversion. La bonne nouvelle pour l'île, c'est que vous voyez, c'est que vous êtes... en termes de canicule, c'est peut-être là qu'il va faire le plus frais. Donc, mais si demain, vous devez accueillir toute la population nationale, avec en plus Lausanne, etc., ça va être un petit peu compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a sûrement une géographie de la consommation qui va bouger très fortement dans les 2-3 générations qui viennent devant nous. Et c'est quelque chose qu'on n'anticipe évidemment pas du tout pour le moment. Plus d'actualité, cette crise de sortie de cycle, et qui pour moi est donc une crise de maturité de notre grand commerce, de ce commerce de grande distribution, de ce commerce capitalistique, pour le dire autrement, pas celui des indépendants, celui des franchises, enfin des réseaux, etc. Ce grand commerce, il s'est imposé au commerce traditionnel entre les années 60 et les années 90. Et on le voit très bien avec ce graphique, du moins... J'ai une flèche ou pas? Ouais. Donc ici, vous avez représenté les surfaces de commerce en France, toutes surfaces comprises, avec ici les boutiques, et puis là, les grandes surfaces, justement. Et donc, on voit jusque dans les années 90 ce phénomène de modernisation du commerce avec les grandes surfaces qui se substituent progressivement aux boutiques. Et puis, le point là où la bataille est finie, c'est les années 90. Voilà, les grandes surfaces sont à 70%, 80% du commerce et les indépendants à 20-25%. Et je vous rappelle que dans ces années-là, on est encore à peu près dans les 30 glorieuses, on est à plus 6, plus 7% d'augmentation du pouvoir d'achat des Français chaque année. Voilà. Le truc curieux, c'est qu'à partir des années 90, c'est vraiment le moment où la consommation va ralentir en France. On passe de plus 7, plus 6, plus 7 à plus 2, puis dans les années 2000, entre 0 et plus 1. Donc la consommation ralentit, la grande distribution a gagné la partie sur le jeu concurrentiel, et bizarrement, depuis ces années-là, on va voir les surfaces augmenter et même accélérer. Et donc c'est ça. Et on voit que le principal contributeur à ce phénomène, eh bien, ce sont les grandes surfaces. Alors que bon, les boutiques, elles sont au plus bas, et voilà, les jeux sont faits de leur côté. Et les grandes surfaces, elles, vont quelque part s'emballer et augmenter leur emprise. Je résume ce qui se passe très vite, c'est que jusque dans les années 90, le jeu était d'aller à la rencontre de marchés en croissance et la grande distribution l'a emporté sur les boutiques. À partir des années 90, les marchés ne sont plus en croissance, ils sont plutôt en stagnation. Et le jeu va consister à conquérir non plus des marchés, mais des parts de marché à la concurrence. Et donc c'est une guerre des emplacements, en fait, une lutte des places qui va se jouer entre les acteurs en place.
et qui n'est plus là, qui n'a plus de justification par rapport à une augmentation de la consommation, mais qui a une justification par rapport à l'idée de garder ses marges, sa compétitivité, mais en essayant de piquer aux voisins son chiffre d'affaires. Et je vous le représente sur les 20 dernières années. Entre 2000 et 2020, vous avez là la progression de la consommation des Français, de la consommation qui est allée au magasin durant ces 20 dernières années. Donc 600 milliards en 2000, et puis vous voyez quasiment 1 milliard 20 ans plus tard. Et on se dit, bon ben voilà, très bien, 55% d'augmentation de la consommation. Et donc tout ça, ça justifie évidemment des mètres carrés en plus dans les villes. Sauf que si vous enlevez l'inflation, c'est la partie grise, là, hop, on n'est plus à 55% d'augmentation de la consommation, on est à 20% en volume. Et puis si vous enlevez tout ce que Internet a pris dans cette période-là, c'est mon petit tiret rouge, on n'est plus qu'à, je ne sais plus quoi, mais ça nous fait 7% de croissance en volume de la dépense pour les magasins. Or, dans le même temps, on a doublé la surface de mètres carrés en France. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler d'obésité, c'est qu'aujourd'hui, on a un appareil commercial qui est en surcapacité de vente. On vend à peu près la même chose en volume qu'il y a 20 ans, mais avec 2 fois plus de surface. Ou pour le dire autrement, 1 mètre carré de commerce aujourd'hui est 2 fois moins productif qu'il y a 20 ans. Donc on peut continuer comme ça, mais en fait non, on ne peut plus continuer comme ça. On a pu pendant ces 20 dernières années, parce qu'en France, on a la chance d'avoir un secteur du commerce extrêmement concentré, avec des réseaux très puissants, très forts. Quand je le dis comme ça, c'est un peu choquant, mais c'est ce qui a permis la survie des entreprises. C'est que le haut degré capitalistique, d'intensité capitalistique des entreprises leur a permis d'intégrer cette surconcurrence. Mais cela jusqu'en 2008. Et à partir de la crise financière, eh bien, on a vu les groupes commencer à élaguer. Et c'est le phénomène de la vacance, voilà, de la vacance commerciale qui émerge à ce moment-là. Et donc, ça y est, en fait, on est dans une régulation. Le marché est en train de se réguler. Alors, malheureusement, pas par les Scott, mais par le marché lui-même. Et donc, ce que vous avez représenté là, c'est l'évolution de la vacance dans les centres-villes. Ici, là. Mais alors, on se focalise beaucoup sur la vacance en centre-ville, mais on oublie que la vacance, en fait, elle concerne tous les pôles commerciaux, c'est-à-dire aussi les centres commerciaux. Et en fait, d'ailleurs, maintenant, elle est supérieure dans les centres commerciaux que dans les centres-villes. Peut-être qu'il faudrait mettre en place un plan action centres commerciaux à côté du plan action centre cœur de ville, je ne sais pas. Bon, ça, c'est juste pour provoquer un peu. Et ici, vous avez la vacance dans les zones de moyenne surface, donc les boîtes, quoi. Et on voit que là aussi, la vacance augmente. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise de suroffre, elle n'est pas réservée au centre-ville, elle n'est pas réservée à la rue de Béthune, qui est un peu en souffrance aujourd'hui. C'est un phénomène qui joue sur toute la géographie du commerce. Voilà. Et puis alors, je vais vraiment être plus rapide sur Internet, c'est qu'au moment où les uns s'évertuaient à ouvrir toujours plus de surface, d'autres trouvaient comment s'en passer. Et c'est évidemment le commerce électronique. Alors tout à l'heure, on avait un débat sur est-ce qu'Internet, c'est bien ou pas bien pour les indépendants. Moi, je tranche cette question-là en disant, attention, il ne faut pas confondre deux choses. L'électronisation du commerce, et qui là est un atout pour tout le monde, et puis ceux qui utilisent l'électronisation du commerce pour faire du commerce hors magasin, et pour en gros piquer la clientèle qui va se trouver sur l'espace public, pour l'attraper depuis des espaces numériques et puis la livrer en squeezant la boutique. Pour moi, elle est là la vraie concurrence, la vraie menace. C'est pas la technologie, l'arrivée d'une nouvelle technologie qui permet de vendre peut-être mieux, plus efficacement, avec de nouvelles promesses aux consommateurs. C'est que certains utilisent ça pour dégommer les acteurs en place. Voilà. Et donc, de fait, c'est quoi cette force potentielle de destruction de la concurrence? Vous l'avez illustré là avec un entrepôt Amazon de 100 000 m², c'est le petit carré gris à gauche, plus les parkings qu'on va trouver autour. Cet outil de travail-là, qui est vraiment une plateforme classique,
qui fait donc à peu près 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent de 520 moyennes surfaces en chiffre d'affaires. Et c'est l'équivalent de 5000 boutiques, donc 3 fois le centre-ville de Lille. Voilà. Avec une plateforme, vous faites aussi bien. Voilà, alors ce n'est pas un commerce totalement dématérialisé, puisque celui-ci se traduit par de nouvelles interfaces de vente. Et donc là, j'en ai pris quelques-unes, le Drive Leclerc, vous l'identifiez très bien. Du côté de Dunkerque, l'Arrêt des Saveurs, donc un magasin robot qui vend des pommes de terre, les boulangeries Drive, les consignes, les dark stores. Tout ça, ce sont de nouvelles interfaces de commerce qui squeezent la boutique, qui sont vraiment en compétition avec le commerce classique de boutique ou de moyenne surface d'ailleurs. Pour le coup, là, les enjeux sont les mêmes pour ces deux acteurs. C'est que la nouvelle concurrence, c'est ça pour eux. Voilà. Alors, j'ai 2 diapos, ça va pour finir. C'est comment on s'approprie ces sujets-là et quel poids on donne finalement à tout ça. Et donc, je vous propose ce schéma, en fait, pour résumer un peu tout ça. Un schéma qui vous présente aujourd'hui les grandes trajectoires d'évolution du commerce. Alors, comment ça se lit, ce truc? C'est que, historiquement, on part de là. Le village d'Astérix, le commerce de proximité. Voilà. Et donc, avec sa forme, donc le commerce traditionnel, avec ses boutiques, ses étals, j'oublie pas les marchés. Et puis, ce commerce-là, qu'est-ce qu'il a fait depuis ces 150 dernières années? Il s'est émancipé de cela, de ce modèle. Il est sorti de la proximité pour aller sur des marchés globalisés, nationaux, internationaux, avec l'arrivée des moyennes et des grandes surfaces. Et donc ça, si vous voulez, c'est l'axe de modernisation de notre commerce depuis ces 150 dernières années. Et sur cet axe, vous avez toutes les controverses actuelles de l'urbanisme commercial. C'est on va défendre le centre-ville versus la périphérie. On va défendre le commerce indépendant versus la grande distribution. On va défendre le commerce indépendant versus les entreprises capitalisées, les réseaux, etc. La boutique versus la moyenne surface. Voilà. Donc dans tous les SCOT, on lira ce type de controverse. La chose nouvelle, c'est qu'il y a l'électronisation du commerce et qui, elle, introduit un nouvel axe de modernisation du commerce, qui, pour moi, est là. Avec d'un côté ceux qui disent « Ah on n'a plus besoin de la boutique, et allons-y à fond et dématérialisons et utilisons Internet pour squeezer l'espace public, pour squeezer le magasin. Et donc là, c'est les plateformes, la livraison à domicile, les dark stores, les drives, les consignes, etc. Toutes ces nouvelles interfaces qui échappent au radar de l'urbanisme commercial aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui se disent « non, on a une nouvelle technologie, intégrons-la et faisons des magasins connectés, c'est-à-dire capables de draguer le client à la fois sur l'espace public et sur les espaces numériques. » Voilà. Et après, vous avez les repentis, enfin tous ceux qui se repositionnent. Alors, les indépendants qui se disent « Ah oui, moi je ne vais pas rester uniquement avec mon étal, je vais ouvrir un site. » Tchac, trajectoire du néo-commerce indépendant. Les néo-cavistes, les néo-fromagers, tout ce que vous voulez, c'est là. Les grandes surfaces qui se disent « Ah mince, moi, il faut que je revienne à un format plus ancré localement. » C'est Decathlon qui ouvre son Decat City dans l'ex-31, puis un petit peu avant. Voilà. Ici, c'est les mêmes qui se disent « Ah oui, tiens, Internet, c'est vachement efficace. Je fais Fnac.com, je fais Darty.com, etc. » Et puis là, c'est Internet, ah oui, c'est bien, j'abandonne ma boutique et je fais de la vente à la ferme, j'ouvre une AMAP, je squeeze le magasin. Parce qu'une AMAP, c'est ça le paradoxe de ce truc, c'est qu'elle joue dans la même cour qu'Amazon. Et donc là, les nouvelles controverses, c'est plus la boutique contre la moyenne surface, c'est le magasin, quelle que soit sa taille, contre les nouvelles interfaces du commerce. C'est plus la méchante grande distribution et le gentil petit indépendant, c'est les marchands contre les logisticiens, les acteurs du numérique.
les nouveaux entrants sur le marché. C'est plus le centre-ville versus la périphérie, c'est l'espace public versus l'espace numérique. Et je pense que ce sont ces controverses-là qu'il faut intégrer maintenant dans la planification urbaine. Sinon, on risque de manquer d'intégrer cet axe. Voilà, dernière diapo, c'est le bazar. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dernière diapo pour resituer la proximité dans toutes ces dynamiques. En fait, la proximité, vous allez la retrouver partout dans ces dynamiques. C'est-à-dire que si je vais en bas, la proximité qui joue sur le local, regardez tout ce qui se passe autour des halles. Je pense à ce projet de FIV, la halle gourmande, mais même sur la rue de Béthune, la kitchen, la halle des tanneurs. Ouais. Bon, faut qu'elle se mette en place, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué encore. Mais on est tout à fait dans cette logique. Retour à commerce d'étal, etc. À droite, ici, je vous ai mis l'exemple. Alors, les Bons Pâturages, ça, c'est une vieille fromagerie qui a ouverte, je crois, dans les années 50 à Lille, mais qui a complètement pris le virage d'Internet avec un site, une page Facebook très, très bien faite. Et donc, c'est une fromagerie qui drague sa chalandise à la fois sur l'espace public et sur l'espace numérique. On a là ce que j'appelle, moi, le local 2.0 pour dire qu'il est sur les deux espaces, quoi. Là-haut, vous avez toutes les grandes chaînes qui essaient de revenir sur des logiques de petits formats. Alors, il y a Antoine Cornuel, le développeur d'Aldi, dans la salle. Pour le provoquer un peu, j'ai mis l'image de son concurrent. Et puis à Lille, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre quand même une enseigne de l'AFM, donc Decat, qui n'est plus là maintenant d'ailleurs, qui est au 31. Voilà. Mais c'est cette logique, vous voyez, que la proximité, elle peut aussi se conjuguer à l'heure globale avec de grands distributeurs. Et puis à gauche, la proximité sans local, ça existe aussi. Getir et bien d'autres. Voilà. Donc, je vous disais, avec ça, on peut lire les stratégies des groupes de n'importe quel commerce, mais on peut lire aussi les stratégies des collectivités, parce que dans cette matrice, vous en avez alors, celles qui n'ont aucune vision et qui vont dire, nous, on est pour refaire les halles, parce que c'est sympa, mais on va quand même autoriser quelques mètres carrés dans notre périphérie parce qu'il faut qu'elle se modernise, vous comprenez bien. En plus, il y a de l'évasion commerciale et on a de la concurrence avec la ville d'à côté. Et puis ça, oui, bien sûr qu'on va former tous les commerçants pour qu'ils s'électronisent. Et puis Amazon, oui, tiens, ça crée quand même 5000 emplois, donc on va l'accueillir. Voilà. Ça, c'est typiquement l'absence de vision d'un territoire. Et puis d'autres vont dire, non, nous, on va mettre le barycentre ici. Donc, ça veut dire qu'on va jouer beaucoup la formation, on va travailler sur l'espace public, on va mettre en place des foncières. Notre plan d'urbanisme, on va l'axer sur la proximité, etc., etc. Donc, vous pouvez lire aussi une stratégie de planification urbaine avec ce schéma. Voilà, je m'arrête là cette fois. Merci.